Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver avec mon compère Rodolphe Gilbert pour finir ce qu'on avait commencé, pour finir ce classement du top 100 des plus grands joueurs ATP sous l'Air Open. Bonjour Rod. Salut Greg, ça va? Évidemment, T'es ouais, prêt? ça T'es va prêt? très C'est la bien, fin, ça y oui, est, je hein? suis prêt. Ça y est, c'est la fin après des longues semaines de débats, de classements, de réflexions. Nous voilà sur ce podium, évidemment sans surprise. C'est Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qui vont composer ces trois derniers noms de notre classement. Dans Non, mais quel ce qui ordre? est compliqué, c'est de les classer justement, parce Tout que à c'est fait. trois légendes du tennis, les trois plus grandes légendes du tennis, trois joueurs qui ont un palmarès incroyable. Ça aurait été tellement simple pour nous de les classer par surface, la terre battue, le gazon et le dur. On aurait eu les trois vraiment beaucoup plus facilement. Là, quand on fait un mix de tout ça, plus tout le reste, hein, parce que derrière, il y a aussi les jeux, les Masters 1000, la Coupe Davis, le Masters. Tout ça fait que c'est extrêmement compliqué. Tout à fait. La popularité, le style de jeu, la longévité, tout ça, autant de critères évidemment à prendre en compte. Les duels aussi entre eux. Surtout que là, en plus, le fait est que nous faisons cette émission après un Roland-Garros 2021 qui a permis à Novak Djokovic d'être sacré et de revenir à une petite longueur de ses deux amis. Donc voilà, donc toute la difficulté, effectivement, ça va être de les classer, sachant que pour beaucoup, c'est impossible de les classer, parce que je peux comprendre, hein, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident, et puis c'est très subjectif comme exercice. Certains, eux, ne classent pas parce qu'ils sont pro un joueur et anti les deux autres. Voilà, il y en a aussi beaucoup, les haters, les anti-Joko, les anti-Rafa, les anti-Roger, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis un En tout pro cas, des trois, donc ça va. moi, je fais partie comme toi d'ailleurs, et ça a été d'ailleurs la première question avant de se lancer dans ce projet. Voilà, c'était est-ce qu'on est capable l'un comme l'autre d'avoir cette objectivité pour avancer jusqu'au bout et de ne pas biaiser ce classement en étant pro l'un ou pro l'autre. Et au final, je me rends compte même que plus ça avance et plus je les aime, quoi, parce que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils nous offrent Ouais, depuis et puis, plus de 20 plus ans. ça avance, moi, je me dis, quand ils seront plus là, qu'ils vont arrêter, qu'est-ce qu'ils vont nous manquer? Ouais, c'est vrai. Voilà. Il y en a beaucoup que ça ennuie, Alors, cette domination pour le grand public. C'est vrai j'ai été choqué par certains commentaires durant cette quinzaine de Roland. Voilà, beaucoup voulaient voir Rafa et Djokovic perdre, se faire battre parce qu'ils en avaient marre de voir cette domination. Bon, moi, j'avoue que quand je les vois jouer, quand on voit cette demi-finale entre Rafa et Novak, même cette finale magnifique offerte non, mais à entre les trois, il y a souvent eu des duels incroyables. Pas à chaque fois, mais enfin, non, pas à chaque il y en a fois, quand mais même eu un certain nombre. Et il y a eu du Nadal Djokovic, il y a eu du Nadal Federer, il y a eu du Federer Djokovic. Le fait que Nadal perde cette année aussi, alors moi, j'étais pas ravi. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, c'est le sport, c'est ça. Hein. Voilà, Djokovic l'a battu à la régulière, il est passé. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'après ça, il y avait un Tsitsipas qui s'est grandement rapproché. tout à Voilà, fait. il est tout proche et même maintenant sur les gros tournois, même en Grand Chelem, il est vraiment très proche et je pense que c'est une question de mois, je dirais même pas d'années, peut-être même que de mois pour que le grec il arrive à aller à accrocher un titre du Grand Chelem. Donc ça reste un Roland Garros qui a quand même été vraiment très sympa et puis comme tu l'as dit, il y a eu cette demi entre Nadal et Djokovic qui a quand même été d'un très très haut niveau, en tout cas pendant les trois quarts Du de match cette après le rencontre. dernier set, après, c'est vrai que Voilà, le c'était un peu dernier plus set bas. a été, la fin en tout cas, a été beaucoup plus à l'avantage de Djokovic, mais ça a été quand même un combat de très très haut niveau. Et moi, je m'en lasse pas, à vrai dire. Moi non plus. Moi non plus. Alors, l'exercice aujourd'hui, on va pas faire comme d'habitude. On va pas donner notre troisième, puis notre deuxième, puis notre premier. On va tuer le suspense tout de suite. Puisque c'est difficile. Enfin, pour moi, je lis en fait l'analyse de pourquoi on a mis le 2 devant le 3 et le 1 devant le 2. Tout est lié pour moi. L'ordre que l'on va donner est lié. Donc, je vais te donner la main, Rod. Tu vas me dire Ouais. qui tu as mis en 3, en 2, puis en 1. Ensuite, je ferai de même. Et puis, en espérant qu'on ne soit pas d'accord. Après, si on l'est, bon, bah, on débattra quand même. Mais si on ne l'est pas, en tout cas, on aura évidemment des arguments à apporter l'un envers l'autre. Je t'écoute. Allez, c'est parti, je me Et, je, lance. et en toute sincérité, on a refusé de se dire qui on allait mettre et dans quel ordre. Donc, ça va être la surprise pour moi, même si j'ai évidemment une petite idée de ce que tu vas faire. Je ne sais pas si toi, tu as une petite idée de ce que je vais faire, Eh mais en ben, tout pas cas, du tout. Eh on va ben, pas voir. du On tout. va voir, on va Pas voir. du tout.
Alors, qui En tu as tout mis cas, en 3? je veux juste te dire que je n'ai pas changé d'avis à l'issue de ce Roland-Garros. Euh, voilà. Et j'ai mis, voilà, donc je vais Ah là, tuer le suspense. J'ai mis Djokovic, Nadal, Federer. Djoko en 3, Nadal en 2, Federer Nadal en en 2 et Federer 1. en Ouais, 1. ouais. Et ben Mais il moi, faut se dépêcher de le faire, hein, parce que je ne suis pas sûr que si on refaisait le même dans ouais. un an, je prendrais la même décision. Et ben moi, j'ai mis Nadal, Federer et Djokovic. Donc, on n'a pas du tout le même classement, à part le fait d'avoir mis Federer devant Nadal. C'est le seul point où Donc ça, c'est vachement bien. on est en accord tous les Ça me deux. plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, pour tout te dire. Mais en revanche, on n'est pas du tout d'accord sur Djokovic. Mais on va déjà commencer, puisqu'on est d'accord, sur pourquoi on a mis Roger devant Rafa. Parce que, personnellement, c'était une décision très difficile. Où mettre le curseur? Parce que d'un côté, on a Rafa qui a ses 13 titres à Roland-Garros. Alors évidemment, c'est qu'une seule surface, mais c'est quand même magnifique. Il a quand même aussi battu Roger une fois à Melbourne dans une finale exceptionnelle. Et il a également battu une fois Roger en finale de Wimbledon dans une finale exceptionnelle. Mais malgré ça, c'est vrai qu'après, plus globalement, j'ai pris en compte le style de jeu de Roger, l'impact qu'il a eu sur ce sport, voilà, l'aura, sa popularité, le fait qu'il a aussi démarré un peu plus tôt et que finalement il a enclenché ce processus de victoire et qui a ensuite entraîné Rafa et Novak dans cette lutte incessante, cette soif de victoire. Voilà, moi, après, ce qui a primé, après, je te donnerai la main pour tout ce qui est l'aspect technique, etc., c'est peut-être que j'ai trouvé Roger un peu plus complet sur toutes les surfaces, d'une manière générale, sachant que effectivement, il a été battu beaucoup par Rafa sur terre. C'est d'ailleurs les deux Masters 1000 qui lui manquent, Rome et Monte-Carlo. C'est les deux qui manquent, remportés 21 fois par Rafa. Et puis, il lui manque évidemment plusieurs Roland-Garros. Il l'a gagné une fois, mais on oublie quand même que Roger, sur terre battue, c'était un énorme joueur, un immense joueur, et qui a été barré continuellement par Rafa. Et du coup, pour tout Ouais, ça. contrairement à Sampras, tu sais, on l'a souvent comparé, Federer, à C'est vrai. Sampras. Sampras a toujours eu beaucoup de difficultés à s'exprimer sur terre battue. Il a réussi par moment quand même à le faire, il a gagné Rome par exemple, il a réussi à faire quand même demi à Roland, mais il a joué plus sur ses qualités de numéro 1 mondial que sur un vrai savoir-faire de la terre battue, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi de Federer, qui lui est tout à fait capable de se déplacer, d'utiliser les glissades, d'utiliser le jeu qu'il faut sur terre, les trajectoires sortantes, tenir la balle du fond du court, des choses que Sampras avait beaucoup de mal à effectuer. J'ai deux raisons pour lesquelles je l'ai mis tout en haut. Voilà, je ne sais pas si je peux commencer par ça, mais ça me paraît être important. D'abord parce que je pense que intrinsèquement, c'est lui le plus fort. Avec la cap de ce qu'il sait faire avec sa raquette, c'est lui le plus fort, et pour moi, les deux autres le savent et le reconnaissent. Peut-être pas publiquement, mais voilà, c'est-à-dire que Federer possède des coups que les deux autres ne possèdent pas. Il est capable de faire des coups que les deux autres ne savent pas faire, avec une facilité assez déconcertante. Donc pour moi, tennistiquement, c'est lui le plus fort. Voilà, ça c'est la première chose. Après, si je m'attarde un peu plus sur ses résultats, il y a un élément, pour moi, qui me fait mettre au-dessus de tout, c'est les 23 demi-finales de Grand Chelem d'affilée. Voilà, pour moi, ça c'est quelque chose qui est tout simplement prodigieux. Ça veut dire une régularité fantastique. Ça veut dire pratiquement 6 ans à être en demi-finale de tous les tournois du Grand Chelem, tous les tournois du Grand Chelem. Et si on y rajoute ça, on y rajoute 36 quarts de finale d'affilée. Ça fait 9 ans en quart de finale dans le last 8 pendant 9 ans. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est totalement prodigieux. Ça veut dire que Federer, il est multi-surface, il est au top niveau en permanence, il a l'art de la programmation, d'être en forme au bon moment, avec à l'intérieur, évidemment, tout ça avec ses 20 titres du Grand Chelem à l'intérieur. Et puis, il y a eu cette domination sans partage sur 2005 et 2006. Voilà, qui a fait aussi pour moi pencher la balance. J'adore Rafa, mais malheureusement, si on prend en compte l'ensemble, on est obligé aussi même si son niveau sur terre battue est stratosphérique et que j'ai peine à imaginer qu'un jour un joueur puisse être aussi fort que lui sur terre battue, ce serait… C'est pas pour tout de suite. Bon, voilà, j'ai du mal à l'imaginer. Malgré tout, effectivement, notre classement, c'était le plus grand joueur de tous les temps. Et quand bien même Rafa ait été
excessivement performant également sur dur et sur gazon. Bon, il a fallu faire un choix et c'est vrai que par rapport à Roger, par rapport à la longévité de Roger, voilà, par rapport à tout ce que tu as dit aussi, par rapport à son jeu, à son style de jeu, à sa palette technique, bon, voilà, j'ai placé Roger juste devant Rafa. Maintenant, ce qui concerne Djoko, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de Roger, de sa domination incroyable dans les années 2000. Bah moi, mon argument, c'est justement de dire que Roger, il a dominé le tennis mondial outrageusement, mais c'était avant que Djokovic arrive. Et finalement, depuis que Djokovic, qui a commencé un peu à gagner en 2007-2008, mais qui a commencé vraiment à gagner à partir de 2010, lorsqu'il est arrivé en numéro 2 mondial, et qu'on a commencé à parler de Big Three, finalement, à partir de 2010, quand il s'est intégré dans le duo Rafa-Roger, bah depuis 2010, depuis cette date-là, bah finalement, Roger n'a quasiment plus existé. Seulement 4 grands chelems, quand Djokovic en a gagné 18 sur la même période. Et ça, pour moi, ça compte. C'est-à-dire qu'au moment où les trois, on va dire entre 2010 et 2017, quoi, parce qu'après, Roger, à partir de 2017, quand même, il y a l'âge qui compte, mais entre 2010 et 2017, au moment où les trois, finalement, étaient au top niveau en même temps, bah, pour moi, il y a quand même une domination de Novak qui se traduit dans les chiffres. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi sur Roger qui est tennistiquement au-dessus, qui a une palette technique au-dessus, mais moi, je reste quand même impressionné par Novak. Mais moi, je suis impressionné par Novak, je suis Et, impressionné par et Rafa. Ils sont très proches, mais à un moment, il faut prendre des décisions et dire que Djokovic, oui, il est arrivé plus en 2010, donc et Federer était là en 2004. Donc on peut pas rattraper ça, on peut pas rattraper le non, temps non, c'est perdu. sûr, Tu on vois ne ce peut que pas je veux dire? rattraper le temps perdu. En Mais revanche, il y a quand même eu le retour de Federer où il regagne 2 grands chelems dans la c'est même vrai, année. Il reprend la c'est place vrai. de numéro 1 mondial. Il va regagner une deuxième fois Wimbledon. Bon, ben voilà, tout ça fait que c'est juste extraordinaire. Il y a les Masters aussi, c'est quand même aussi un élément qui est pour moi très important. Et puis un élément dont on n'a pas parlé encore, qui est la popularité. Il y a Federer et le reste du monde. C'est Voilà, sûr, tu c'est peux aller sûr. n'importe où dans le monde. Ah, bah là, c'est Federer, sûr. Oui. Federer, j'ai le En termes de souvenir. popularité, Novak, il Non, est mais très, très loin derrière. j'ai le souvenir aussi tu vois, de Federer allant s'entraîner à Perth. Et il y a 5 ou 6 000 personnes qui sont sur le court pour le regarder s'entraîner. Non, mais c'est pas pour rien qu'on le surnomme le maestro, quoi. Voilà, Non, le non, tout gars à fait. partout dans le monde, cette popularité est quand même énorme. Nadal est au-dessus encore en popularité de Djokovic, mais il est en dessous Federer. Tout Et à fait. Djokovic est en dessous les deux autres. Non, ça là-dessus, Après, c'est voilà, un argument, je ne peux pas lutter. Mais on peut pas non plus faire un classement simplement sur que la sur la popularité. popularité, Voilà. non, c'est Mais sûr. c'est Mais un c'est à élément prendre en qui est compte, pas bien c'est sûr. pas du tout le plus important, mais c'est un élément qu'on peut également rajouter pour étoffer un petit peu le choix qu'on a pu faire. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est vrai que quand tu as parlé de la domination de Roger, c'est effectivement époustouflant sa régularité au plus haut niveau en Grand Chelem avec des demi-finales à répétition. Moi, il y a une stat aussi qui m'a marqué sur Djoko et j'ai eu du mal à m'en défaire et je pense que c'est ça aussi. Et c'est vrai que peut-être que j'ai été plus influencé que toi par ce Roland-Garros. Je t'avoue que je n'avais pas fait mon classement avant Roland-Garros. C'est-à-dire que j'ai été incapable de les départager. Il aurait fallu finalement que je fasse un choix, mais avant ce Roland Garros. Et il est vrai que à ce titre de Novak, en battant Rafa, a peut-être un peu joué, je dois le reconnaître, inconsciemment dans mon choix. Mais voilà, Novak, c'est le seul à avoir gagné 2 fois tous les grands chelems. Et c'est vrai. C'est le seul à avoir fait au moins 6 finales dans chaque grand chelem, ce que n'ont pas fait les deux autres. Euh, c'est le seul à avoir battu 2 fois Federer en finale Wimbledon à Wimbledon et puis 2 fois Rafa aussi à Roland Garros. Et puis il y a cette série en Masters 1000, c'est le seul à avoir fait le Grand Chelem en Masters 1000. On le remportons tous, c'est le seul à même les avoir tous remportés 2 fois. C'est-à-dire que non seulement il les a remportés une fois, mais il les a tous remportés 2 fois. Voilà, puis il y a ces saisons incroyables de 2011 où il a quasiment tout gagné, 2015-2016 où il a enchaîné 8 finales de Grand Chelem sur 9 en faisant 17 finales consécutives sur 17 tournois disputés. Et puis il y a ce record de points sur une saison ATP en 2015, quasiment 17 000 points.
après, c'est encore une stat qui parle aux spécialistes, le grand public ne comprendra pas, mais marquer 17 000 points sur une saison d'ATP, sachant qu'un Grand Chelem remporte 2000. Je crois qu'ils sont à 12 là, hein. Il est à 12 ou 13. Donc ça veut dire qu'il y a 4000 points d'écart. Ça veut dire 4000 points, c'est 2 fois 2000. C'est 2 Grands Chelems. Ouais, Donc c'est énorme. quoi. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'il a gagné, c'est une saison où il avait gagné avec 3 Grands Chelems, fait une finale, gagné 6 Masters 1000 sur 9. Enfin, bon, voilà. Bon, c'est pour tout ça Et puis voilà, et puis il y a Novak, non seulement il est à 19, les autres à 20, mais j'ai le sentiment aujourd'hui que Roger, je l'avais déjà la saison dernière, j'ai du mal à imaginer Roger remporter un Grand Chelem. J'espère qu'il me donnera tort parce que ce serait juste exceptionnel. Et si on refait le classement. Il a prévu de te donner tort dans 3 semaines. Si on refait le classement au mois d'août avec un titre de Roger Wimbledon, je ferai mon mea culpa et je remettrai Roger en tête de mon. Parce que gagner un Grand Chelem à 40 ans, ce serait juste un truc de dingue. Voilà. Je partage avec toi le fait que pour moi, aujourd'hui, Novak Djokovic est le mieux placé pour avoir le plus de titres de Grand Chelem. Voilà. Parce que c'est aussi. Et il pourrait même gagner les 4 cette année. Là où je te rejoins un petit peu, c'est qu'en termes de niveau, toute surface confondue, c'est le plus stable. Voilà. Ça veut dire que où est-ce qu'on se trouve le plus stable, c'est quand dans les moments où ça va moins bien. Djokovic, quand ça va moins bien sur dur, il est quand même difficilement battable. Sur terre, à Roland-Garros, il est aussi difficilement battable. Il n'y a que quelques joueurs qui peuvent arriver à faire ça, et on en a quand même bien eu la preuve tout au long de cette quinzaine où il a quand même été par moments assez malmené et où il a toujours à chaque fois réussi à trouver des ressources pour finalement pour s'imposer. Sur gazon, il est devenu aussi très très stable. Voilà, il est hyper peu sur cette surface. Hein. Alors le gazon, c'est aussi. C'est vrai que ce titre remporté par Novak aussi, je te coupe, face à Roger il y a 2 ans, il compte aussi forcément. C'est sûr que si Roger avait gagné ce titre-là, bon voilà, ça se joue pas à grand chose, mais d'une manière générale, voilà, j'ai quand même l'impression que Djokovic, on verra si l'histoire donne raison dans 2 ou 3 ans, mais bon, voilà, tout se joue à rien, ça se joue à rien, c'est sûr que ça se joue à rien. Là, on parle de 3 mecs qui sont stratosphériques. Quand on pense que Sampras, il y a 14, quand on se souvient de la légende qui a été Pete Sampras, quand on pense même tout le classement qu'on a fait, tous les noms qu'on a cités, entre la 4e et la 20e place, c'était que des joueurs de légende. Et ils sont tellement loin derrière ces 3-là que, voilà, ça se joue sur un rien. Maintenant, effectivement, bon, Sampras était, et c'est vrai, apparaît très très loin. Le seul qui pourrait être avec eux, c'est Borg. Voilà. Parce que Borg a arrêté, on l'a dit, il a arrêté très tôt. Il a joué qu'une seule fois en Australie. Bon, il aurait pu avoir largement, peut-être 10 grands chelems en plus. Tellement il a eu aussi par moment lui cette domination. Voilà. Sur gazon et sur terre. Donc, cette domination, on l'a quand même moins vu chez Sampras. Voilà, par moment, on l'a vu, mais ça a été beaucoup plus bref parce qu'il avait aussi des adversaires qui, par moment, lui reprenaient la main et ainsi de suite. Mais ces 3-là, c'est vrai, sont pour moi largement au-dessus du lot. Après, la saison le palmarès de Rafa Nadal sur terre, c'est aussi parce qu'on joue beaucoup sur terre. Et que sur gazon, qui est la meilleure surface de Federer, on joue beaucoup moins. Il n'y a pas de Masters 1000 sur gazon. S'il y en avait eu, je pense que Federer aurait quelques titres supplémentaires. Et s'il y avait aussi beaucoup plus de tournois à jouer, parce que finalement, les gars jouent très peu. On s'en aperçoit parce que derrière Roland-Garros, la plupart du temps, ils ne jouent qu'un tournoi, sauf cas exceptionnel. Donc, voire 0. Comme ce sera le cas pour Djokovic et Nadal cette année. Et encore, on n'est même pas sûr que Rafa joue. Voilà, donc c'est vrai que tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Le petit côté peut-être un peu plus négatif pour Federer, c'est qu'il n'a pas gagné les Jeux Olympiques. Alors, Djokovic non plus. À tous les deux, c'est vraiment le titre qui leur manque, ce qui n'est pas le cas de Nadal, qui lui l'a gagné déjà, a gagné en simple. Federer a laissé passer sa chance quand même à Londres, sur gazon, de pouvoir aller avoir une médaille d'or. On se dit, tout est toujours possible. En même temps, il y aura quand même des clients. Je crois que Djokovic ne lui rendra pas la tâche facile et Tsitsipas non plus, qui ont l'air d'être vraiment, qui ont fait de ces jeux un objectif important.
parce que Tsitsipas, on l'a bien vu, hein, il a ramené une médaille d'or en Grèce. Je pense que ce serait quelque chose de fantastique. Et puis Djokovic, oui, c'est le grand titre, hein, qui lui manque, tout comme Federer. Voilà, et Federer et Djokovic, c'est leur dernière occasion. Ce serait quand même surprenant de voir que Djoko est encore là dans 4 ans, quoique tout est possible. Mais bon, a priori, ça pourrait être à tous les deux leur dernière chance, leur ultime chance de gagner une médaille olympique. D'ailleurs, je te coupe parce qu'on a quand même un calendrier là cette année qui est assez démentiel avec ce report d'une semaine de Roland-Garros, puisque en 4 mois, hein, consécutivement, mi-juin, finale de Roland, mi-juillet, finale au Wimbledon, mi-août, finale des JO et mi-septembre, finale de l'US Open. On a quand même 4 immenses tournois regroupés en 4 mois. Donc, qui va s'en sortir? Bon, on va dire que Djokovic, pour l'instant, a gagné la première étape, mais est-ce qu'il va réussir dans sa tête? Est-ce qu'il va réussir à enchaîner les 4? Parce que je pense qu'il a très envie de faire le Grand Chelem. Maintenant qu'il a remporté les 2 premiers, de faire le Grand Chelem du Grand Chelem en remportant les 4, avec cette médaille aussi au JO, parce que je pense que dans sa tête aussi, il ne doit pas forcément tenir jusqu'en 2024. C'est possible, mais bon, c'est dans 3 ans, c'est quand même dans longtemps. Donc dans sa tête, je pense qu'il a envie de gagner les 4. Est-ce qu'il va réussir? Ce serait inouï. Mais c'est vrai que voilà, cette parenthèse de calendrier est quand même importante à souligner. Pour lui, la question va se poser, c'est que s'il gagne Wimbledon, est-ce qu'il doit aller au jeu? Ouais. Parce qu'il aura l'occasion de faire le Grand Chelem dans la même année. C'est ça. Et ça fait quand même, il faut aller faire un petit voyage du côté de Tokyo, qui va laisser des plumes. Si tu reviens un petit peu en arrière, 2008, quand il y a eu Pékin, derrière, il y a eu de la casse. Hein. Il y a eu de la casse. Hein. Sur la fin de saison et sur 2009, il y a eu beaucoup de casse. Hein. Parce que là encore, c'était une année où les gars ont fait des allers-retours. Oui, partir en Asie, alors l'Asie, revenir aux États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, oui, c'est pas un chemin classique. Ouais. Derrière, il y a eu beaucoup de casse et ce serait pas étonnant qu'il y en ait encore sur la fin de saison, voire en début d'année prochaine. Bon, en tout cas, c'est très excitant pour nous. Voilà, c'est très excitant pour nous. Moi, j'ai mis aussi Nadal en 2 parce que il a quand même gagné beaucoup. Hein. il a gagné les jeux. Voilà. Le seul pourquoi aussi j'ai pas pu le mettre numéro 1, c'est alors je sais pas si c'est parce que pour lui ça a toujours été un objectif mineur la dernière partie de la saison, mais il a jamais brillé sur la dernière partie de la saison. Il a un titre en indoor. Jamais remporté le Masters non plus, qui est quand même un peu un tournoi, même si c'est moins important que les grands chelems, ça reste un tournoi référent puisqu'il y a les 8 meilleurs qui s'affrontent et arriver à sortir du lot, ce qu'ont très bien fait Federer et Nadal, arriver à sortir du lot comme ça, à chaque fois, c'est quand même très la marque d'une très haute performance. Federer et Djoko, tu voulais dire. Federer et Djoko. Nadal, lui, a jamais réussi à le faire parce que aussi c'est une période de la saison qui lui convient pas beaucoup. Après, je pense que c'est aussi une question de priorité aussi dans sa tête. Ouais. Voilà, et il s'est beaucoup donné, il se donne beaucoup au printemps sur la terre battue et que dans son processus, l'indoor n'était pas forcément un objectif. Après, forcément, j'ai pris en compte dans mon classement et c'est pour ça que Rafa est pour moi à la 3e place, c'est que forcément, quand on regarde l'ensemble d'une carrière, l'ensemble d'une saison, le fait d'être pas absent, parce qu'il n'a pas été absent, mais pas loin quand même, hein, de toute cette période post-US Open, forcément ça compte. L'indoor, ça fait partie des 4 surfaces aussi. Hein, voilà, c'est à prendre en compte pour moi. Et c'est vrai que Rafa, pour le coup, en indoor, a une vraie, même s'il est très bon, effectivement, encore une fois, on a toujours l'habitude de dire que Rafa est mauvais en indoor. Non, c'est juste qu'il est moins bon en indoor par rapport aux autres et par rapport à il perd plus facilement. Il perd plus facilement. Et puis, il n'a jamais fait de série comme on fait les autres. Il n'a jamais eu, effectivement. Où tout d'un coup, ils envoient Bâle, ils envoient Bercy, ils envoient le Masters, qu'a pu faire également Murray. Murray aussi a fait ça. À un moment, c'est comme ça qu'il a fini numéro 1 d'ailleurs. Exactement. Il a vraiment dominé. Pendant de juillet à la fin de l'année, il a dominé le tennis, Andy Murray. Voilà. Alors, Nadal, sur cette partie-là, une fois que l'US Open est fini, on a par moment un peu le sentiment que la saison est terminée. Voilà. Donc, ça fait parce qu'il y a des tas de fois où il a quasi plus joué. Et puis, encore une fois, voilà, gagner le Masters, moi, ça me paraît quand même être un tournoi prestigieux.
Et c'est pour ça que j'ai aussi mis Federer devant lui. Djoko, il l'a gagné 5 fois, je crois, hein, Djoko, le Masters. Pourquoi j'ai mis Nadal aussi en numéro 2 devant Djokovic. Parce que tu es gaucher, parce que tu es interrien, parce que ton cœur il parle espagnol. Non, parce qu'aussi, ouais, je crois qu'il non, mais il y a un petit côté effectivement qui est pas très objectif. C'est que je suis ça. S'il y a une chose pour laquelle je suis vraiment admiratif de Nadal, c'est son comportement sur le terrain. Voilà. Et je peux pas te le retirer. Parce qu'en fait, j'aurais tellement rêvé approcher ça. Être capable de contrôler ses émotions, de contrôler voilà tout ça. J'aurais voulu me rapprocher un petit peu de ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que là, alors je dois tirer un coup de chapeau, mon Rob, parce que tu as été parmi les très très rares en début d'année, fin décembre, lorsqu'on t'a demandé de nous faire tes pronostics, tes prévisions pour la saison 2021. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit, attention, cette année, Rafa ne gagnera pas Roland. Il se trouve que, voilà, tu voyais en plus Tsitsipas ou Djokovic. Il se trouve que les deux se sont retrouvés en finale, donc bravo à toi, encore une fois. Mais c'est vrai que ce self-control de Rafa, quand il perd contre Novak en demi, incroyable, cette maîtrise de soi, on le sentait presque. Il a rien laissé transparaître, alors que j'imagine qu'intérieurement, il devait être meurtri. Alors, déçu, il n'a rien laissé transparent pour, je dirais, des gens qui ne sont pas au cœur du truc. Mais c'est vrai que pour moi, et d'ailleurs, je l'avais annoncé à l'antenne, lorsqu'à 3-2 au 4e, il fait venir le kiné, il enlève son strap et qui remet sa chaussette, moi, j'ai dit c'est fini. Ça y est, le match est terminé. C'est qu'il a arrêté, il a plus envie de souffrir. Quoi. Parce qu'il devait avoir mal, hein. Il devait très certainement jouer en ayant mal. Hein. Ouais. Mais ça se voyait pas. Quand ça fait 15 ans que tu joues avec tes deux chevilles strappées, tu peux plus avoir des appuis sans ça. Voilà, tes tendons, tes ligaments ont été habitués à ce fonctionnement-là et faire des glissades avec des appuis très forts, comme peut le faire Nadal, pas que lui, hein, il y en a un certain nombre qui le font. Sa cheville tiendrait pas. Donc pour moi, il a abdiqué à ce moment-là. Voilà. Mais sans évidemment rien en dire. Et d'ailleurs, ni après le match, il n'en a absolument pas parlé c'est sûr. également. Voilà. Non, il n'a rien dit. D'ailleurs, c'est une image de lui le lendemain, quand il quitte Roland en boitant. C'est là où finalement on s'est rendu compte qu'il était blessé, parce que ça ne se voyait pas vraiment pendant le match. Encore une fois, il a cette capacité, Rafa, à serrer les dents et à jouer en ayant mal, qui est assez incroyable. Et puis le deuxième, ça se voyait pas et il a rien laissé transparaître. Le deuxième paramètre chez lui, c'est son évolution tennistique. Voilà. C'est quand tu le vois jouer la première fois à Roland-Garros, tu vois sa façon de jouer, tu te dis, et qu'on te dit, ce mec, il va gagner 2 fois Wimbledon, tu dis, non, c'est pas possible. Jamais. Voilà. Et finalement, il a réussi à s'adapter à toutes les surfaces. Donc, si tu veux, et quand tu le vois jouer sur gazon, tu vois combien il a fait évoluer son jeu, combien il a fait aussi évoluer son revers, son jeu vers l'avant aussi, son service. Voilà. Je trouve que ça se voit moins chez les deux autres. Voilà, oui, Djokovic, qui reste quand même un peu moins à l'aise que les deux autres au filet, par exemple, il a quand même fait évoluer son jeu vers l'avant, mais c'est moins criant. C'est vrai qu'on essaye d'être objectif sur plein de critères, mais il y a forcément une part de subjectivité de ce que tu ressens toi et moi. Et moi, voilà, pour moi, tennistiquement, de ce qui sort de la raquette, encore une fois, il n'y a pas mieux que Federer. Voilà. Il n'y a pas mieux que Federer. La maîtrise des coups en soi est pour moi au-dessus de tous les autres. Voilà. C'est pour ça aussi que je ne peux pas me détacher de l'idée que le meilleur, c'est lui. Et ça va au-delà des résultats. Ça va au-delà des résultats. Voilà. Et je suis pas sûr que si Djoko a 2 grands chelems de plus, ça changera mon classement. Ah, bien sûr, s'il en a 5 de plus, oui, à un moment, les résultats prennent le pas et parlent d'eux-mêmes. S'il fait le grand chelem cette année, si on refait une émission en décembre et que Djoko a gagné les 4 grands chelems. Ouais, je mettrais effectivement, s'il fait le grand chelem, là, cette année, je mettrais Djokovic en 1, tout en disant que voilà, celui qui joue le mieux au tennis reste quand même Federer.
Non, je te mettrais des 1 ex aequo. Voilà. Ok. On veut s'embrouiller avec personne. Tu as vu que tu as mis Djokovic en 1, j'ai pas hurlé au scandale. Bah Voilà. non, non, non. Moi, tu vois, quelque part, j'ai plus de mal à comprendre qu'on soit pro Nadal, pro Federer, pro Djokovic. Ça, je comprends pas. Moi, je suis pro les trois. Je trouve que les Oui, trois mais sont fantastiques. Non, mais il y a des côtés que j'aime chez ces trois-là. bah Voilà, oui, par oui, moments, c'est c'est vrai que sûr. Federer, des fois, on le trouve un peu lymphatique, Bah tiens, on va faire un presse petit un jeu. peu trop dans la facilité. Djokovic, c'est vrai qu'il a par moments des comportements sur le terrain qui peuvent gêner. Mais si je prends la globalité, bah, pour moi, ils sont incroyables. Voilà, incroyables les trois. Et encore une fois, je me lasse pas d'avoir ces affrontements-là. J'ai toujours en tête le 2011, alors que Djokovic arrivait à Roland invaincu, cette demi-finale face à Federer, qui est pour moi le match, je crois, que j'ai préféré dans l'histoire du tennis, de tous ceux que j'ai regardés. Enfin, je trouvais ce match incroyable. J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient sur de la console vidéo, quoi, ou sur une table de ping-pong, 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 dans tous les côtés. Et j'arrivais pas à me détacher de ce match. J'ai trouvé le niveau incroyable, voilà, complètement incroyable. Voilà, et on en a eu d'autres, hein, tu vois, on a eu l'Australie en 2017, le match est quand même prodigieux entre Federer et Nadal, la finale remportée par Djoko en Australie, 7-5 au cinquième par Djoko contre Nadal, alors qu'il a le break contre lui et qu'il arrive à peine à aller soulever la coupe tellement ils sont fatigués, les deux. Voilà, ça a été des matchs qu'on appelle des matchs d'anthologie. Malgré tout ça, en fait, peut-être là où j'ai été le plus déçu, c'est à l'US Open. Tu vois, on a moins eu ça à l'US Open. D'abord parce que Federer et Nadal ne se sont jamais joués à l'US Open. Tu vois, ça, c'est quand même un élément assez incroyable, alors qu'ils se sont joués partout, mais bon, là, non, ça ne s'est jamais produit. Et puis que leurs affrontements, quand ils ont eu lieu, donc en dehors évidemment de celui que je viens de citer, c'était moins bien. Voilà, c'était moins bien. On va se quitter, mon Rod, avec un petit jeu sur quel aurait été le joueur parfait de ce Big Three, en prenant le meilleur de chacun d'eux. Le comportement en dehors du cours. Nadal. Le comportement sur le cours. Nadal. Alors pour moi, mais s'il n'y a même pas photo, quoi. En conférence de presse. Le meilleur client en conférence de presse. Là, c'est un peu, voilà, parce que moi, je trouve Djokovic est pas mal en conférence de presse. Moi, j'aime bien. Voilà. Le service. Federer. Des trois, très clairement Federer. Et si on titille un peu sur la meilleure seconde balle? Federer. On va aller sur le meilleur coup droit. Le meilleur coup droit. C'est dur, hein. C'est dur parce que ça dépend de la surface aussi. Ouais, ça dépend un peu de la surface, mais je dirais que toute surface confondue, je prendrais encore Federer. Le revers. Djokovic. Ouais, celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, le jeu au filet, mais le jeu au filet, évidemment. Non, le physique. Le jeu au filet, Federer, le physique. Ils sont forts les trois. Ils sont forts les trois. Mais je dirais Djokovic. Voilà. Je dirais Djokovic pour cette capacité, sa couverture de terrain qui est encore, je pense, un peu au-dessus des deux autres. Voilà, qui est due pour moi à son élasticité. Le mental. C'est dur ça, le mental, parce qu'ils sont tous les trois très forts mentalement. Mais... Ouais, ils sont très très forts, mais ils sont. Moi, pour moi, on peut pas les classer. Oui, je suis d'accord, parce qu'ils ont tous les trois des forces mentales un peu différentes. Voilà, Federer, c'est la force tranquille. Nadal, c'est la stabilité. Et Djoko, c'est la force dans la lutte, dans la capacité à renverser un match. De rebondir et sa capacité de réaction où il est tout simplement prodigieux. Voilà. Combien de fois on s'est dit, voilà, c'est fini. Tellement de fois où je me suis dit, ça va être Djoko, il n'est pas bien aujourd'hui, il va perdre. Et puis tu reviens une demi-heure après et toc, il a inversé la tendance. Il a une capacité de réaction qui est assez hallucinante. Voilà. Je pense beaucoup plus que les deux autres. Mais les deux autres sont plus stables. Voilà, la plus belle amortie. La plus belle amortie.
dur. Bah, si on met les deux, si on prend, parce qu'en fait, Amorti coup droit, amorti revers. Non, mais Djokovic l'a fait beaucoup en revers et Nadal beaucoup en coup droit. Federer fait les deux. Voilà. Federer fait les deux. Donc, j'ai envie de te dire Federer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, mon Rod? Peut-être merci déjà à ces 3 joueurs de nous, ouais, de nous rendre heureux depuis 20 ans. Moi, je suis content d'avoir pu, par moment, à mon humble niveau, côtoyer des joueurs comme ça, avoir pu taper la balle avec eux. T'as tapé la balle avec les 3? Non, malheureusement pas avec Nadal. T'en manques un, oui, pas avec Nadal. Malheureusement, j'aurais adoré ça. Mais Federer, je l'ai joué même en tournoi. Djokovic, j'ai tapé la balle avec lui. Bon, voilà, c'est. Raconte-moi un peu, tu as été sparring partner de Djoko qui voulait jouer contre un gaucher, c'est ça? Exactement. Avant de se préparer dans un match. À Bercy, j'avais tapé avec lui pendant 1 heure. Voilà, c'était super chouette. Moi, tu sais, avant tout, tu sais, je suis un fan de tennis. Moi, j'adore jouer au tennis. Donc, mais tu te rends compte ce que c'est taper la balle avec Djokovic. Il était numéro 1 mondial. Tu te dis, tiens, je tapais la balle avec le gars. Moi, ce qui m'intéressait, c'est. Moi, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais pouvoir répondre présent. Parce que je savais que sur demi-terrain, j'allais à peu près tenir la route. Mais j'étais content de voir comment ça sortait de sa raquette, comment la balle rebondissait, comment moi-même je la recevais dans ma raquette. Ça, c'était assez incroyable. Ça m'a fait le même effet quand j'ai joué contre Rodolphe Gilbert. Ouais. Sur terre battue, je dis tiens, comment je vais recevoir son service de gaucher, slicé. Mais tu vois, la balle a rebondi haut. Je dis ouais, c'est ça. Ouais, c'est la balle a rebondi haut. Ouais, quand on est passionné, c'est vrai qu'on s'éclate. À notre échelle, voilà. C'est sûr. Ouais. Taper la balle avec Federer a été aussi un moment, un moment magique pour moi. Parce que quand je l'ai joué la première fois, il était tout jeune. On le trouvait déjà très fort. Mais tu sais, quand tu es sur le circuit comme ça, tu t'imagines pas si le mec, on nous avait dit, vous savez, ce gars-là, il va gagner 20 grands chelems. On aurait pu faire de rire. On aurait dit, mais jamais, ça va pas ou quoi. Qui peut battre? Vous avez vu Sampras, il est incroyable, il en a fait 14. Non, mais c'est, voilà, tu vois, donc c'est. Et pourtant, voilà, ce gars, même lui, je pense qu'il. Peut-être même aucun des 3 n'avait dans l'idée qu'il gagnerait autant de titres et qu'il serait autant incroyable dans cette histoire du tennis. Ça me fait un peu de peine pour les autres. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs qui auraient mérité de gagner au moins un grand chelem. Moi, j'en ai deux vraiment. Je pense qu'il l'aurait fait. C'est Berdych et Tsonga. Voilà. Pour moi, s'il n'y avait pas eu ces 3-là, ces 2 joueurs, ils auraient inscrit leur nom au palmarès des grands chelems. Et peut-être pas qu'une fois. Voilà, et peut-être pas qu'une fois. Mais ils ont été barrés par ces gars-là parce que le problème, c'est qu'il faut toujours en battre au moins 2, voire parfois 3. Et parfois, il fallait en battre 3. Ça paraît quand même, c'est quand même plus que mission impossible d'être capable, tu vois, d'aller en battre déjà 2. Parce que comment on ressort quand on est passé par Nadal et qu'on a finalement, les rares fois où Guingamp a réussi à le battre, le match d'après, et derrière, tu t'attaques à Djokovic ou Federer, c'est quand même pas simple. Voilà, donc ça a été un très beau mot de la fin, mon Rod. Je te le répète encore, moi, je pense qu'on va redescendre de niveau quand ces 3-là vont arrêter. Voilà, ça va nouveau tu penses vraiment? Tu penses que Alors forcément, on va descendre, mais est-ce qu'on va vraiment descendre très bas? Parce que moi, j'ai l'impression, comme quand on voit là, les Tsitsipas, surtout peut-être Tsitsipas, que je trouve qu'il monte en puissance et qui fait la plus forte impression par rapport aux autres. Mais il y a quand même du bon niveau quand même sur la l'avenir le dira. Je pense qu'il y aura un peu plus d'opportunités. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gars qui sont en haut pour le moment, Tsitsipas, Zverev, Medvedev, là, on arrive la saison sur gazon. Ouais. C'est quoi leur niveau? Ouais. C'est quoi leur niveau? On ne sait pas. On ne sait pas trop pour le moment. C'est vrai. Est-ce que tu es sûr que ces 3-là seront en 2e semaine de Wimbledon là, cette année? On n'est pas sûr du tout. Voilà. Donc, ils sont sur dur et terre battue. Ils se sont rapprochés très fortement. Sur gazon, j'attends de voir encore. J'attends de voir ce qui va se passer. Voilà. Non, c'est sûr qu'on aura très certainement une décennie beaucoup plus ouverte, comme on a eu quasiment tout le temps dans l'histoire du tennis. Là, ce qu'on vient de vivre depuis 20 ans, avec 3 joueurs qui gagnent quasiment tout, c'était une première, parce que même à les années 70, 80, ça tournait quand même globalement entre 3,
4, 5, 6 joueurs quand même qui gagnaient un peu tout, mais pas 3, quoi. Là, on a vraiment. Ouais, et la rivalité, on a cette rivalité entre les trois. On a dans la nouvelle génération un peu cette rivalité Medvedev-Tsitsipas. On sait qu'ils ne s'apprécient pas, bah, ça amène de la rivalité. Tu vois, comme on a eu à l'époque, McEnroe-Connors, ils se jouaient, on savait qu'ils se détestaient. Bon, bah, on avait envie de voir à la fois le match, mais à la fois aussi voir ce qui pouvait se passer. Est-ce qu'ils allaient un peu se prendre le bec? Et on a un peu retrouvé ça avec Medvedev et Tsitsipas. Mais c'est ce qui manque pour moi cruellement dans le tennis féminin, c'est qu'il n'y a pas de rivalité. Il y a des joueuses qui arrivent, c'est très ouvert, mais il n'y a pas de rivalité, il n'y a plus de rivalité. On n'a plus le Evert Navratilova qu'on a eu, le Graf Seles, le Hingis Williams. Tout ça a disparu dans le tennis féminin, ce qui fait c'est aussi pour ça, je pense qu'en ce moment, bien qu'il y ait des super joueuses, tu vois, une Swiatek, moi, j'aime vraiment bien comment elle joue. Même Krejcikova qui a gagné, je trouve que c'est une fille qui est très complète, voilà, qui est agréable à voir jouer. Mais on a aussi envie d'avoir de la rivalité. Et pour l'instant, on n'en a pas. Et là, on a été servi pendant 20 ans, enfin, pendant 15 ans, on a vraiment été servi avec les rivalités de ces trois joueurs-là. Merci, Et ce sera mon mot de la fin. J'ai été ravi de t'accompagner durant toutes ces semaines pour ce programme, pour cette émission spéciale. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à pas être d'accord. À ne pas être d'accord, à nous mettre aussi votre top 3, votre classement du top 3 qui reste évidemment très subjectif et très difficile à faire. Mais voilà, en tout cas, c'était un réel plaisir de parler tennis avec toi, Morad. Et je sais que nos lecteurs sont très heureux de te lire toutes les semaines, de lire tes analyses et d'avoir tes avis et ton instinct, ton regard sur le circuit aujourd'hui. C'est le regard d'un passionné avant tout, voilà, qui est implanté dans ce milieu du tennis depuis 40 ans. Voilà, mais je suis avant tout un fan de tennis. J'aime parler de tennis, j'aime jouer au tennis. C'est comme ça, je crois que ça ira, j'espère en tout cas, jusqu'au bout de cette manière-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de te rendre disponible pour toute la communauté Tennis Break News. À très bientôt, Morad. À bientôt. Allez, et ciao. Salut. Merci. Ciao.